Monsieur Follard, bonjour. Bonjour. Bon, vous venez de présenter donc, une conférence à l'Université de Montréal pour présenter également donc, votre livre, la version française de votre livre. Premièrement, de quoi parle votre livre? Parle uniquement de votre enlèvement au Sahel? Non. Bien sûr, l'idée de livre, premièrement, a été formée là, dans le sable, quand j'étais prisonnier d'Al-Qaïda. Alors, j'avais formé l'idée d'écrire un livre, pour décrire tout ça, et le plan, l'idée de créer ce livre était une façon de garder l'espoir. Si je planifiais tout ça, c'était pour un jour être capable de l'écrire et de le publier. C'était une façon de keep hope alive un peu. C'était aussi une façon d'organiser mes pensées. Je ne voulais pas faire des notes, alors c'était tout à la tête, mais j'ai pu former des casiers, si vous voulez, pour organiser l'information. Mais mon idée, c'était de décrire, bien sûr, comment c'était, mais aussi, surtout, de décrire comment ils étaient. Je veux dire, mes ravisseurs, de parler un peu de ça. Je me rappelle un jour, assez tard dans notre captivité, Louis et moi, on étions là, chassant le tache de soleil autour de notre arbre. Et je lui ai dit, tu sais, ça sera, si on savait que ça finira bien, ce sera fascinant, cette aventure. Mais bien sûr, on ne savait pas que ça finira bien. Et c'était... Alors, on était dans un état de peur constant. Peur que ça finira un jour comme Daniel Pearl à Karachi en 2002. Et que ma famille le verrait sur vidéo n'importe quand, sur YouTube. Alors, mais l'idée, c'était d'écrire, oui, la rapte, la suite, les privations, les défis, mais aussi pour écrire de quoi il s'agit d'Al-Qaïda. Au lieu de cette idée de terroriste en deux dimensions qu'on entend trop souvent, l'idée, je voulais décrire qu'est-ce qui les motivait, comment ils étaient, qui ils étaient, les différentes personnalités, etc. Effectivement, finalement, c'était comme un laboratoire sur place. Vous étiez à l'intérieur. Oui, et c'était mon business. Je veux dire, Louis et moi, ensemble, nous avions eu 75 années d'analyse géopolitique. Al-Qaïda, c'est la grande question du moment. Alors pour être professionnel en géopolitique, comme vous dites, c'était un moment fascinant. C'était aussi un moment très difficile personnellement, mais ça c'était autre chose. Alors, justement, au cours de ces 130 jours de captivité donc, au sein d'AQMI, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans la façon de faire d'Al-Qaïda que vous ne vous imaginez pas? Premièrement, je dois vous dire que je n'étais aucunement expert ni dans le terrorisme, ni dans la réalité Al-Qaïda. Alors, mes attentes, si j'ose dire, ont été assez mal informées et assez limitées. Ceci dit, je savais très bien qu'il y avait, surtout en ce qui concerne l'AQMI, il y avait un grand débat entre sécurocrates sur la question est-ce qu'il s'agit des bandits qui portent un drapeau islamique de convenience ou plutôt
Est-ce qu'ils étaient des Robins des Bois qui faisaient un peu de banditisme pour nourrir leur cause? C'est seulement après ma libération que j'ai jamais entendu le mot Belmokhtar. Moi, je lui ai connu comme Khalid. Ses troupes l'appelaient Khalid, mais avec grand respect. Il était clairement en charge. Mais depuis, j'ai vu sur l'Internet, il est appelé Monsieur Marlborough, etc., parce que, supposément, il a beaucoup trafiqué en cigarettes. Et moi, je suis certain, il trafique dans d'autres choses, ou au moins, il taxe le commerce en gens, en armes, probablement en drogue, cigarettes et toute autre chose. Mais encore une fois, pour nourrir la cause. Moi, j'ai aucune idée, j'ai aucun doute qu'il s'agit de seconde prémisse. Ça veut dire, j'ai jamais vu un groupe de jeunes hommes avec tant de focus, tant de certitude, peu d'autres intérêts que de mourir en martyr et atteindre le paradis et la maison des Moudjahidines à côté de ces fleuves de miel et de lait. Et c'était leur seul but. Ils n'avaient aucun autre intérêt. Je connais... J'ai eu affaire pas mal avec des soldats par le passé. C'est pas tous, mais souvent les soldats, ça parle du sport ou des voitures ou des filles. Mes ravisseurs n'ont pas compris un mot d'une telle décision. Pas du tout. Tout ça, ils étaient habillés en Gillette. Ils ne cherchaient pas à avoir des joueurs MP3 ou des lunettes de soleil cool. Ils cherchaient seulement une chose, c'est de mourir dans la cause d'Allah. Mais en même temps, ils disposent de moyens modernes pour Oui. faire des vidéos YouTube, de GPS. Ils étaient couverts de technologies modernes. Téléphone cellulaire, téléphone satellite, GPS, walkie-talkie, laptop. Mais leur cerveau était ancré dans le 7e siècle. Et eux, ils n'avaient aucun problème à résoudre ce décalage. Aucun. Moi, j'en avais, mais eux, pas. Ils m'ont montré sur leur téléphone cellulaire des photos de moi, des Nations Unies, que moi, j'avais jamais vues auparavant. Ils étaient très à l'aise sur l'Internet. Quand le Globe and Mail a écrit un grand article sur la première page sur la mission secrète de Robert Fowler en Afrique, mes ravisseurs voulaient savoir quelle était cette mission secrète. Alors, ils étaient très branchés, mais absolument sûrs de leur base religieuse. Al-Qaïda et Al-Qaïda au Maghreb islamique, même but, même objectif. Oui, si vous esquissez ces buts et ces objectifs très vaguement. Mais oui, on a tendance à insister que ils ont un organigramme comme le quartier général des forces canadiennes à Ottawa. Et ce n'est pas le cas. Quand j'étais là, leur prisonnier, Osama Bin Laden était toujours en vie. Ils l'ont appelé notre grand émir. Ils le respectaient tant, surtout pour nous avoir causé beaucoup de dommages. Et surtout pour nous avoir évadés pour tant de temps. Et il me disait souvent, vous avez mis une récompense de 25 000 $, toutes les forces au monde le chassent, et comment va votre campagne contre Ben Laden? Alors c'était une façon pour nous jeter ça dans notre face.
Mais oui, je veux dire, ils étaient. C'est Belmokhtar lui-même, c'est mon ravisseur, qui a fait la négociation entre le GSPC et Al-Qaïda à l'automne de 2006 pour négocier la franchise d'AQMI, si vous voulez. Belmokhtar a lutté en Afghanistan à l'âge de 19 ans, et c'était ses connaissances de cette époque qui lui a permis de former ses liens. Et c'était finalement en janvier 2007 que Zawahiri a annoncé avec grande excitation la formation de nouvelles groupements, cellules d'Al-Qaïda en Afrique du Nord. Alors, quel est le danger d'Al-Qaïda au Maghreb islamique? Est-ce que c'est vraiment une menace pour le monde occidental, AQMI? Dans un certain sens, oui. Mais il faut le décortiquer un peu pour comprendre la réponse. Dans un certain sens, c'est nous qui avons invité Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est une réponse aux actions de l'Ouest. Je ne veux pas légitimiser ces réponses, mais c'est le cas. Quand je parle d'Al-Qaïda, je parle de 31 personnes, de 7 ans à 47 ans. C'est vrai que celui de 7 ans a resté là seulement quelques jours. Mais il y avait 3 qui n'avaient pas perdu, qui n'avaient pas changé leur voix encore. À mon avis, qui avaient 12, 13, 14 ans, comme ça. Et ils étaient très dangereux. Surtout, le groupe, en général, a été absolument convaincu de leur lutte et de leur bataille. 3 entre eux m'ont dit, les plus âgés, qu'eux, ils se sont entrés dans le djihad suite à l'invasion d'Irak en 2003. Et c'est l'invasion des terres musulmans qui les a inspirés à faire quelque chose. Ils détestent tout ce que nous représentons. Ils détestent les concepts qui sont pour nous les plus chers. Ils détestent la liberté. Ils détestent la démocratie. Ils détestent le libre choix. Parce que selon eux, tout ça, il s'agit des choses qui sont dans la province d'Allah et pas des hommes. C'est Allah qui va décider si vous êtes libre ou vous n'êtes pas. Et c'est Dieu qui choisit, c'est pas vous. Vous êtes l'instrument ou littéralement, c'est ça que ça veut dire islam, vous êtes l'esclave d'Allah. Eux, ils étaient très fiers d'être les esclaves d'Allah et ils étaient certains qu'ils allaient mourir bientôt et passer comme martyrs, assurément, au paradis. Tous les 3 religions abrahamiques ont la même histoire au sujet du fait que c'est plus difficile qu'un homme passe au paradis, qu'un chameau passe par l'œil d'une aiguille. Mais ils étaient convaincus que le djihad était le 6e pilier de l'islam, et en mourant comme martyrs dans la lutte d'Allah, ils allaient franchir au paradis. Alors, moi je suis certain que depuis qu'on a été libérés, que les effectifs de AQMI se sont beaucoup augmentés. Ils ont pris les 2 tiers de Mali il y a 6 mois et ils ont pratiquement pris le pays. Si les Français n'avaient pas agi à travers une fenêtre de 30 heures, ils l'auront fait. Et sans doute, ça leur encourage beaucoup. Il y a un grand débat
sur est-ce que ces gars-là, ces différents djihadistes, sont reliés non seulement avec Al-Qaïda la mer ou Al-Qaïda centre, mais aussi Ansar-Din, Mujao, Boko Haram, Al-Shabaab, etc. Un de mes ravisseurs était un jeune gars de 20 ans qui s'appelait Obaida. Il venait de Kano, au nord de Nigeria. Il ne parlait pas français, il ne parlait pas arabe. Il priait en arabe, mais il ne parlait pas arabe. Pour nous, c'était un agent de liaison de Boko Haram. C'est évident. Boko Haram était là, au nord de Niger, cet été. Bien sûr, ils sont liés. Bien sûr, ils partagent les mêmes objectifs. Et bien sûr, ils représentent une menace primo pour nos amis africains. Ils m'ont dit constamment que leur objectif, c'était d'étendre le chaos et l'anarchie de Somalie à travers la partie plus large de l'Afrique, 8000 km de Mogadiscio à Nouakchott, et que dans cette chaos et anarchie, leur djihad va fleurir. Ils l'ont dit très clairement. Moi, j'ai plusieurs vidéos de gars qui m'ont pris à 35 km de Niamey, Omar Hama. Je ne savais pas que c'était son nom. Moi, je l'ai appelé Omar 1 parce qu'il y avait 3 Omar. Alors, Omar qui nous a pris est là à YouTube, que vous pouvez voir à plusieurs reprises, vous disant exactement quels sont ses objectifs. Alors, ils veulent faire ça en Afrique. Ça représente une menace pour nous autres. Primo, on a des amis, on a des intérêts en Afrique qu'il faut défendre. De laisser ces pays africains, parmi les plus pauvres au monde, être victimes d'un tel avenir, pour moi, sera inacceptable. Deuxièmement, si jamais il réussit à établir cette chaos, l'effet d'immigration illégale vers l'Europe et même vers le Canada sera extrême. Un continent africain, 1 milliard de personnes en désarroi, n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Deuxièmement, vous allez entendre Omar vous dire très clairement, ils vont venir chez nous. Et si vous regardez depuis, c'est clair qu'ils l'ont fait. On a plusieurs épisodes, même dernièrement, de fait qu'on a vu des djihadistes canadiens chez nous. Alors oui, ça représente une menace réelle vers la paix et la stabilité de l'Ouest. Vous disiez justement que, lors de la conférence hier, que pour eux, le temps ne compte pas, justement, que ce soit 1 an, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, le temps ne compte pas. Et vous étiez dans le même temps peu optimiste sur une résolution de ce problème-là. Est-ce qu'ils ne peuvent que gagner? Non, pas du tout, mais une résolution et la façon que la question a été demandée hier, c'est classiquement une question déterminée par le news cycle et les limites de temps. Est-ce qu'on va gagner d'ici 2 mois, d'ici 10 mois? Est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on va finir avec Al-Qaïda? Est-ce qu'on va finir avec les musulmans absolument radicalisés qui veulent leur imposer leurs valeurs sur les nôtres? Et moi, j'avais répondu non. Je ne crois pas qu'une chose pareille va être réglée facilement dans un contexte noir et blanc, fini ou pas dans la prochaine année. Je ne crois pas. Parce qu'il s'agit d'un mouvement qui est enraciné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner de tout. Ça veut dire seulement qu'ils vont représenter une menace à nos valeurs et qu'il faut nous être, que nous soyons vigilants devant une telle menace à nos amis et à nos intérêts.
Parce que c'est vrai aussi, finalement, AQMI en ce moment profite d'États qui sont plus faibles, de gouvernements qui sont plus faibles. Si on arrive à résoudre ce problème-là, des États plus forts dans cette région-là, si les sociétés, de manière générale, évoluent un petit peu plus, comme ça a été par le passé avec les chrétiens, qui ont été les croisades, l'Inquisition, qui a été très très dure. On peut les voir comme des extrémistes de l'époque. Tout à fait. On voit où on en est maintenant. Oui. Donc, peut-on voir un avenir similaire pour les sociétés musulmanes? Vous savez que dans l'iconographie d'Al-Qaïda, ils ont à faire face à l'ennemi proche et l'ennemi lointain. Dans tout leur catéchisme de croyance. Alors l'ennemi proche, il s'agit des gouvernements musulmans, des gouvernements islamiques de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, que selon ces extrémistes sont des apostates. Ce sont des gens qui font des choses qui sont faisables dans leurs yeux, seulement par Dieu, qui prennent des décisions qui sont les décisions de Dieu. Et eux, ils sont la première cible. Ça fait depuis 20 ans que AQMI et ses prédécesseurs, GSPC, GIA, Front de Salvation, Front islamique de Salvation, qu'ils attaquent les gouvernements algériens, et ils le font continuellement ces jours-ci. Il y a une couple d'années, ils ont attaqué le convoi de président Bouteflika. Ils ont blessé 108 personnes, ils ont tué 23, ils n'ont pas atteint le président. Mais c'était une attaque très sérieuse. Ils attaquent les casernes, ils attaquent les écoles militaires, ils attaquent les postes frontalières, parce qu'ils sont absolument, en premier lieu, leur focus, c'est de défaire les administrations locales musulmanes qui n'ont dans leurs yeux aucune légitimité. Et c'est seulement en second lieu que nous, les grands diables, que le Sodome et Gomorrhe de l'Ouest, nous autres, devient leur cible principale. Mais depuis quelques années, ils ont démontré très clairement qu'ils sont capables à attaquer ces deux cibles à la fois. Et en exerçant, en motivant des musulmans locaux, les inspirant à faire des actes horribles dans les pays de l'Ouest. Dernière question. Oui. Vous êtes un grand ami de l'Afrique. Donc vous êtes allé de multiples reprises. Avec cette expérience qui vous est arrivée, est-ce que vous seriez prêt à y retourner dans la région du Sahel? Est-ce que vous y retourneriez maintenant? Je suis déjà retourné dans la région du Sahel. Moins d'un an après que j'étais libéré, je suis retourné au Sénégal pour une conférence, et l'an passé j'étais en Angola. Est-ce que je vais visiter Timbuktu bientôt? Probablement pas. Mais je dirais jamais non.